Zbor deasupra unui cuib de coach. Randevu despre învăț și dezvăț în ale vieții. Cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Zbor deasupra unui cuib de coach. Ne aflăm în studioul RFI România și astăzi avem câțiva invitați foarte speciali. Și am să vă spun povestea lor. 10 ianuarie 1944, sinagoga din Bordeaux, Franța. E noapte și e frig. Boris are 7 ani, este copil evreu și este adus împreună cu alți copii la marea sinagogă din Bordeaux, de unde urma să fie deportați și uciși în lagărele naziste. Părinții lui fuseseră deja luați și exterminați de câțiva ani, dar Boris fuge și scapă. Are noroc și dă de oameni care îl ascund și îl cresc. Astăzi este cel mai reputat neurolog și psihiatru din Franța. Acest om a renăscut din propria cenușă și a făcut din viața lui un imens cadou pentru noi toți. În 2014 a fondat la Paris, împreună cu Philippe Duval, prezent și el aici în studioul RFI România, Institutul Micii Copilării. Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a încredițat recent misiunea de a reforma sistemul de învățământ francez pentru copii și preșcolari. Boris Cyrulnik și Philippe Duval au venit la București cu o țintă precisă. Inaugurează în România o reprezentanță locală a celebrului institut pe care l-au creat în Franța. În acest fel, România are unul din cele mai interesante centre de cercetare și experimentare în educație recunoscute la nivel mondial. Și să ne înțelegem bine, acești oameni care reprezintă unul dintre cele mai ridicate nivele ale cercetării în educație și neurologie nu au venit la București pentru vreo instituție sau vreun minister. Motivul pentru care au venit aici se numește Camelia Vețeleanu. Cei care ascultă emisiunea Zbor deasupra unui cuib de coach au avut deja ocazia de a o auzi la acest microfon de 2 ori. A deschis la București o grădiniță botezată Le Carusel și în care a aplicat propria metodă de educație. Sunt de fapt 2 grădinițe, una în cartierul Primăverii, a doua în Pipera și probabil vor urma și altele. Boris Cyrulnik și Philippe Duval au venit la București pentru a încredința Cameliei Vețeleanu misiunea de a reprezenta România în România Institutul Micii Copilării din Franța. Boris Cyrulnik, Philippe Duval și Camelia Vețeleanu se află în acest moment în studioul RFI România la emisiunea Zbor deasupra unui cuib de coach. Vom vorbi despre schimbare, educație și reinventarea vieții și o vom face în limba franceză. Conceptul care l-a consacrat pe Boris Cyrulnik se cheamă pe franceză résilience. E vorba de puterea omului de a-și reinventa viața din propria lui cenușă. Camelia, Monsieur Cyrulnik, Monsieur Duval, bienvenue dans le studio RFI Roumanie. Nous faisons là une émission sur les changements que les gens font dans leur vie ou dans la vie des autres. On l'a baptisé vol au-dessus d'un nid de coach à la place de coucou, pour faire un peu fou. On avait l'impression que ça ne sortait pas autrement. J'ai expliqué un peu dans mon intro qui vous êtes et ce que vous faites. Ma première question est simple. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans le pays de Dracula? On est venu rendre visite aux Roumains, faire la bise à Camélia, et que la Roumanie joue un grand rôle dans les théories de l'attachement, puisque c'est un peu après la tragédie roumaine de Ceausescu qu'il a fallu affronter les théories de l'attachement pour voir comment ces enfants, on pouvait les récupérer. Et les Roumains ont récupéré beaucoup d'enfants, pas tous bien sûr, parce que certains avaient été isolés trop longtemps, ils n'ont pas été récupérés, mais les Roumains ont fait énormément de progrès, ont récupéré, sauvé beaucoup d'enfants et ont déclenché un processus de réflexion sur les théories de l'attachement. Et actuellement, c'est une théorie qui se répand dans le monde entier. Les Américains, les Anglais, les langues françaises, Québécois, Suisses, Belges travaillent beaucoup sur les théories de l'attachement, mais c'est parti, le point de départ a été la Roumanie. Bon, on se souvient tous ces images des mouroirs, on peut dire, de ces enfants qui étaient enfermés dans ces cages à l'époque communiste, et puis on les a découverts choqués, nous aussi les Roumains, parce qu'on savait d'une manière abstraite qu'ils étaient là, mais on ne les avait pas vraiment de l'intérieur. Et on a été tous choqués. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, on n'a qu'une image. On voit les enfants enfermés dans la cage, on trouve que c'est odieux, mais ça reste quand même une abstraction pour nous. Vous êtes neurologue, vous êtes psychiatre, vous êtes allé les voir de près, vous avez vu beaucoup plus de choses que nous avons vues à la télé. Qu'est-ce que vous avez trouvé chez ces enfants? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces enfants, en fait? Eh bien, ce qu'on a trouvé, d'abord, c'est au scanner de ville. On a vu que ces enfants isolés sensoriellement avaient une atrophie
des 2 lobes préfrontaux. Et on a trouvé, alors maintenant il y a des capteurs techniques qui sont beaucoup plus performants, notamment la neuroimagerie moderne montre qu'on peut récupérer ces atrophies cérébrale à condition de modifier l'environnement affectif de ces enfants. Et là, on a une possibilité d'action par l'affection, la sécurisation, la parole qui sculpte le cerveau, et on sait maintenant beaucoup mieux comment on peut sauver ces enfants et leur permettre de reprendre un autre bon développement. C'est la définition de la résilience, c'est-à-dire c'est pas la reprise de son développement, puisqu'il y a eu un traumatisme grave, c'est la reprise d'un bon développement, un peu différent, mais bon quand même. En 2014, vous avez mis en place en France l'Institut Petite Enfance. Philippe Duval, aujourd'hui, vous en êtes vice-président. Qu'est-ce que ça veut dire, cet institut, pour les Roumains qui en entendent parler la première fois? L'Institut Petite Enfance a 3 missions essentielles. La première, c'est la recherche autour de l'enfance. La deuxième, c'est la formation des professionnels. Et la troisième, c'est de travailler avec les politiques pour améliorer l'accueil des petits de 0 à 6 ans dans un premier temps. Voilà. Donc notre action est triple. C'est avant tout une rencontre d'experts et de praticiens, parce que les experts, on a besoin des experts, mais les experts sans praticiens ne sont pas grand-chose, et les praticiens ont besoin d'experts. Donc l'Institut Petite Enfance, c'est surtout un carrefour d'échange entre ces experts, l'expertise telle que Boris et d'autres personnes, mais aussi de praticiens comme Camélia, qui a suivi l'Institut Petite Enfance Boris Cyrulnik à Paris, et qui a été major de promotion en 2016. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Vous êtes venu à Bucarest parce que vous êtes en train d'inaugurer en fait l'Institut Petite Enfance, l'antenne roumaine. Pour reprendre votre image de Dracula, on est à 100% pour la petite enfance. Voilà. Et donc, en fait, quand Camélia a évoqué son dossier sur le bilinguisme, on était un peu épatés. On s'est dit comment elle a fait. Et à l'issue de sa soutenance, puisque l'Institut se finit par un dossier et une soutenance, j'ai proposé à Camélia qu'une délégation de l'Institut puisse voir son travail à Bucarest, donc dans une structure qui s'appelle le Carrousel. Et on était épatés. Alors on s'est dit, bon, on a appris beaucoup de choses avec Camélia. On s'est dit, il faut peut-être qu'on sorte de notre sphère franco-française et d'aller voir ce qui se passe en Roumanie, puis ailleurs. Et donc là, c'est notre premier pas vers l'extérieur et on est ravis. Camélia, vous avez fait fort quand même. Vous êtes allé vous former à Paris et puis maintenant, c'est ces gens-là qui viennent vous voir. C'est quand même fort. Oui, c'est vrai. C'est aussi une surprise pour moi. Je suis fière, mais je suis aussi responsable de la tâche que s'était confiée. C'est vrai que je ne m'attendais pas. Mon objectif pour la formation de Paris, c'était juste d'être au courant avec les recherches et de les appliquer dans mon projet. Mais c'est vrai que le fait que j'ai découvert les interactions, parce qu'on parle des interactions précoces pour les enfants qui ont que des avantages pour le développement de l'enfant, c'était moi aussi j'ai vécu que des interactions positives. Donc je pense que c'était comme ça la motivation de suivre la formation d'une année entière. Paris-Bucarest, c'est pas facile. En plus, quand tu as un projet à gérer, ça devient très très compliqué, mais le fait qu'on était dans les interactions tout le temps entre le côté recherche et les spécialistes, les gens qui travaillent autour des enfants, c'était une motivation de continuer et d'appliquer dans mon projet. Donc, ouais. Monsieur Cyrulnik, vous avez connu la Roumanie il y a longtemps. Juste une question banale, ça vous fait quel effet aujourd'hui, après toutes ces années, ce pays? C'est une autre Roumanie. J'ai connu la Roumanie en 1954, à l'époque de Gheorghe Dej. Pas jolie histoire déjà. Hein. Oui, mais c'est pas du tout le même pays. Je crois même que c'est pas du tout les mêmes Roumains. Je crois qu'ils ont acquis une nouvelle manière de réfléchir, de fabriquer du social, de s'engager. Et c'est un pays qui est en train de croître et de se développer. Et je n'ai pas reconnu beaucoup de choses. Alors j'ai reconnu
la marque de la Roumanie et son amour de la France des années 20 et des années 30. J'ai reconnu l'Odéon, j'ai reconnu le quartier français, j'ai reconnu l'architecture. Et l'oncle de ma femme, qui était professeur de médecine à Montpellier, venait donner des cours à Bucarest en français dans les années 30. Donc il y a des liens entre la France et la Roumanie. Je suis ravi de voir qu'on est en train de les renouer, ou en tout cas de les rafraîchir, parce que il y a un passé commun avec des beaux événements partagés entre la France et la Roumanie. Et je crois que ce nouvel aspect qu'apporte la théorie de l'attachement à la petite enfance, je serais ravi que ça se développe aussi en Roumanie, dirigé sous l'impulsion de Camélia. Je serais ravi, et je crois que c'est possible, parce que les praticiens sont très intéressés. Il y a une partie recherche abstraite, difficile, petite partie, et c'est beaucoup de recherches pratiques où les praticiens peuvent valider ce qu'ont découvert les scientifiques. Ça marche, ça marche pas. Donc il y a une association entre les praticiens et les gens de laboratoire, et je crois que maintenant c'est comme ça qu'on fait de la science. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. En Roumanie, on a une tradition francophone qui a toute une histoire derrière. Mais c'est vrai que ces dernières années, surtout depuis la chute du régime communiste, c'est plutôt l'anglais qui prend la relève et tout. Mais on ne parle pas en termes de francophonie à la papa, quoi. Mais je constate dans les milieux que je côtoie à Bucarest que les Roumains sont très orientés vers les États-Unis, même dans ce genre de littérature, si vous voulez, neurologie, psychiatrie, tout ça. C'est la littérature américaine qui les intéresse en premier. Je pense que la mise en place de l'Institut Petite Enfance, l'antenne roumaine, c'est important aussi de ce point de vue-là. Récupérer un peu ce passé francophone qui est encore visible en Roumanie. Vous avez pu constater, je suppose, qu'il y a pas mal de Roumains qui parlent français assez aisément. Et je pense qu'il y a une tradition à réinventer. Et peut-être cet institut, vous en pensez quoi, M. Duval? Oui, je suis d'accord avec vous. On n'est pas forcément en compétition avec les États-Unis. Je pense que une des forces de l'Institut Petite Enfance, c'est qu'on est pluridisciplinaire et plurination. On va dire qu'on prend, on a comme intervenant Blaise Pierre Imbert, mais on a aussi des intervenants anglais, des intervenants américains. Je pense qu'il ne faut pas qu'on fonctionne de façon sectaire. Il faut vraiment être ouvert. Je pense que personne n'a le savoir. Notre slogan, c'est « Le savoir mérite d'être partagé ». Et je crois qu'il faut avoir un esprit d'ouverture. Et c'est Boris qui nous donne le signe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre tout partout. Quelles que soient les nations. Je pense qu'aux États-Unis, vous en parliez, mais même en Angleterre, ils ont fait des erreurs. Boris pourrait nous en parler, mais si la théorie de l'attachement a mis 60 ans à venir, c'est qu'on avait une présence psychanalytique très forte qui a fait qu'on n'a pas pu émerger d'autres concepts. Donc je pense que la démarche que nous donne Boris, c'est justement d'être ouvert à toutes les disciplines, d'où qu'elles viennent, que ce soit d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, et on se nourrit de leur expérience, et dans les nombreux voyages qu'a fait Boris et moi-même, à chaque pays on apprend quelque chose de nouveau, et ça c'est très important. Et je pense que, alors peut-être que je fais un résumé très rapide par rapport à un enfant, il n'y a pas une pédagogie qui peut englober les enfants, il y a une pédagogie par enfant. Et c'est là la richesse, et ça devient très passionnant. Camélia Vețelanu, vous êtes parti dans cette aventure avec une petite maternelle, je me souviens, oui, au début. Ensuite, il y en a une deuxième, et puis cette formation, puis maintenant l'Institut Petite Enfance antenne roumaine. Ça vous fait quoi, toute cette aventure? La plus récente aventure, donc l'Institut Petite Enfance Boris Irolic Roumanie, je trouve que c'est un projet complémentaire à ce que j'ai déjà construit. Je pense que même si tu as des idées qui peut-être sont bien reçues sur le marché, si tu n'as pas les gens qui sont bien formés et qui vont s'impliquer dans ton projet d'une manière comme tu veux, et la théorie d'attachement, ça correspond aussi à
ma façon de penser. Donc, on n'aura pas le résultat qu'on attend. Donc, pour moi, la formation des gens, c'est très important. L'Institut, en plus, s'adresse aussi aux parents parce que c'est un partenariat. Donc, à la fin, on ne peut pas construire un projet, nous et l'équipe d'une école maternelle. Donc, on a besoin d'un partenariat avec les parents. C'est comme ça qu'on va réussir. Donc, moi, je suis aussi intéressée d'avoir les parents qui vont assister à la formation de l'Institut. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Parce que quand Macron et Blanquer, Macron le président de la France et Blanquer, son ministre de l'Éducation, nous ont demandé un rapport. On a, parmi les éléments du rapport, on a proposé ce que Camélia vient de dire, c'est-à-dire inviter les parents à sécuriser les enfants et à participer à l'éducation de leurs enfants et à participer aussi à l'enseignement et à l'organisation des petites années. Et on constate que c'est vrai d'une manière générale, c'est vrai quand les parents participent, les enfants sont sécurisés, les enseignants sont sécurisés, les gens qui s'occupent des enfants sans avoir de diplôme, mais il y a beaucoup de gens qui, dans les écoles, s'occupent des enfants et n'ont pas de diplôme et qui peuvent acquérir une formation rapidement grâce aux théories de l'attachement. En un an, avec un jour par mois, ils peuvent apprendre suffisamment pour se débrouiller. C'est des théories de praticiens, c'est des théories faciles à comprendre et faciles à appliquer. Et on a constaté que quand on fait ça pour la petite enfance, quand on fait ça aussi dans les hôpitaux psychiatriques pour les malades lourds, comme par exemple les schizophrènes, depuis que les familles participent aux soins, on se rend compte que les psychiatres donnent 2 fois moins de médicaments, qu'il y a 2 fois moins de rechutes et que tout le monde s'en trouve beaucoup mieux, même les familles qui ont des enfants moins difficiles à gérer parce que tout le monde s'associe et participe à l'éducation ou aux soins. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. J'aimerais aborder un peu la question du bilinguisme parce qu'en Roumanie, c'est une question très sensible. Je dirais même peut-être plus sensible qu'en France parce qu'on vit dans un pays où les parents font beaucoup d'efforts pour leurs enfants. Ils aimeraient bien qu'ils réussissent. On a derrière quand même l'expérience douloureuse de la dictature. Donc, ils sont très motivés pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Et cette histoire de langue étrangère, elle a du sens en Roumanie. Je veux dire qu'il y a beaucoup plus d'enfants roumains, d'après ce que j'ai vu, qu'en France ou dans d'autres pays occidentaux où le niveau de vie est beaucoup plus élevé, qui apprennent des langues étrangères depuis tout petit. Pourquoi c'est important d'apprendre une langue étrangère depuis tout petit? Eh bien, un enfant qui parle 2 langues et qui a acquis ces 2 langues entre le 20e et le 30e mois de sa vie, quelle que soit la culture, en Afrique, en Asie, en Roumanie, en France, un enfant qui parle 2 langues a une ouverture sur le monde. Il peut comparer 2 manières de penser le monde, il peut comparer 2 manières de donner une forme verbale à ce qu'il sent et à ce qu'il voit. Et un enfant qui a une ouverture d'esprit ne peut pas se soumettre à une secte ou à une dictature. Il a envie de donner la parole à l'autre, de visiter une autre religion, de visiter une autre culture, de lire une autre littérature. Un enfant qui a été formé comme ça aura du mal à accepter une dictature. C'est-à-dire que pour nous, un enfant qui a acquis 2 langues entre le 20e et le 30e mois de sa vie, c'est un cadeau pour la vie. C'est-à-dire qu'il a appris à ouvrir son esprit. Et ensuite, il se débrouillera comme il peut. Il connaîtra, au moins il aura une vie ouverte. Et j'ai un ami qui soutient qu'il parle 8 ou 10 langues. Je ne sais pas si je dois le croire, mais il m'explique que les langues, c'est facile. Il n'y a que les 7 premières qui sont difficiles à apprendre. Les 7 premières. Et ensuite, il me dit, après, c'est toujours la même chose. Mais finalement, enfin, le bilinguisme, ou le fait de parler plusieurs langues depuis tout petit, si je comprends bien, c'est une sorte d'ingrédient de base de la démocratie, finalement. Mais parce oui. que c'est plus difficile de manipuler un bilingue que quelqu'un qui parle qu'une seule langue, quoi. Oui, c'est vrai que parmi les expériences qu'on a fait dans le projet Carousel, on a observé que nous par exemple, on a une immersion totale en français. Mais c'est vrai qu'on a introduit un peu d'anglais et un peu du roumain. Et le fait que l'enfant, peu importe la nationalité, il est dans une immersion totale
presque totale en français. Les autres 2 langues, il l'apprend facilement. Donc pour nous, c'est la preuve que, donc pour toutes les recherches qui ont été faites, que c'est vrai que dès qu'un enfant apprend une langue étrangère quand il est très petit, il va apprendre la 2e, la 3e langue facilement. Mais c'est aussi important la théorie d'attachement et aussi le plaisir, parce que c'est important de donner à l'enfant le plaisir d'apprendre une langue étrangère. Donc c'est à nous, les équipes qui travaillent autour des enfants, de trouver les méthodes pour bien intégrer l'enfant dans un milieu qui le sécurise, mais aussi qui est attirant, qui est entouré des gens qui sont vraiment avec un lien d'attachement. Ça a été une mission que nous a donnée M. Macron et M. Blanquer, c'est trouver les moyens pour avoir le plaisir d'enseigner et le plaisir d'apprendre. Et ça, c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur la théorie de l'attachement. Et c'est une protection pour toute la vie. Un enfant qui parle au moins 2 langues, lorsqu'il vieillit, il peut lui arriver d'oublier une langue avec la vieillesse, avec la maladie d'Alzheimer, mais il oublie les langues dans l'ordre inverse de l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est les langues les dernières apprises qui sont les premières oubliées. Et on voit, j'ai eu des patients qui démarraient une maladie d'Alzheimer, qui oubliaient la langue dans laquelle ils avaient passé toute la vie et qui, progressivement, continuaient à parler parce qu'ils retrouvaient la langue de leurs premières années. Donc c'est une protection, c'est une ouverture du monde. Et quand on a entre 90 et 100 ans, c'est une protection. Si on oublie une langue, la langue maternelle redevient la plus marquante et la plus profondément imprimée dans le cerveau. Parce que la langue modifie le cerveau. Le fait de parler 2 langues modifie les zones cérébrales du langage. Et qu'on voit maintenant avec la neuroimagerie que les enfants qui parlent 2 langues ont une zone du langage beaucoup plus grande et beaucoup plus épaisse que les enfants qui n'ont appris à parler qu'une seule langue. Donc ils ont non seulement l'ouverture du monde, mais ils ont la protection contre la vieillesse ou contre les maladies. Ça, je pense que c'est très important pour nos auditeurs de comprendre que le cerveau, nous on a cette image du cerveau qui a un contour qui est donné et il ne bouge plus, quoi. C'est juste un organe qui est là. Mais en fait, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qu'on peut pousser, qu'on peut faire évoluer. Enfin, c'est extraordinaire. Et puis il y a des bonnes nouvelles, comme vous dites. On vieillit, mais on a des manières, de façon de faire par rapport au cerveau qui nous permet de compenser tout ce vieillissement. Enfin, le cerveau et la musique sculptent la langue, les mots. Et la musique sculpte le cerveau et entraîne le cerveau à fonctionner différemment. Et si cet entraînement verbal et musical continue longtemps, l'anatomie du cerveau est modifiée. Donc on a sculpté le cerveau, c'est le milieu qui sculpte le cerveau, et les enfants, donc les gens qui ont acquis ce genre de cerveau, voient des choses différemment, pensent les choses différemment, et en cas de malheur, ils sont mieux armés pour affronter le malheur. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Qu'on chante faux ou qu'on chante pas faux, c'est aussi efficace. Donc l'essentiel, c'est de chanter, voilà, de faire de la musique. Et pour l'enfant, c'est hyper important. Donc allons-y, il faut chanter. De même que quand quelqu'un a un malheur dans l'existence et qu'il déprime, l'important, c'est pas forcément de trouver la vérité. L'important, c'est de chercher. Le fait de travailler, de chercher les mots, on voit la zone cérébrale correspondante se modifier. On le photographie, on voit que la couleur rouge, le cerveau fonctionne en rouge, c'est-à-dire que les cellules consomment beaucoup d'énergie. Ce qui est important, c'est de chercher les mots pour traduire, pour donner une forme verbale. Et à ce moment-là, on voit que quand on a un malheur, le malheur, on l'a eu, mais on n'est pas victime du passé. On peut modifier la représentation qu'on se fait du passé, et on voit que les gens souffrent moins. Ils ont eu un accident, un malheur, mais ils ne ruminent pas toute leur vie, ils peuvent s'en débarrasser. Mais quel est le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui arrivent à se mettre en rapport avec leur malheur, oui, et à en faire un moteur, en oui, fait, parce qu'il y en a qui arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Oui. Qu'est-ce qui fait que... Comment on peut y arriver, quoi? Avant le traumatisme, quelle a été la qualité des interactions précoces? Si, avant le traumatisme, les bébés
ont acquis un attachement sécure, on a gardé l'anglicisme, sécure, confiant. Quand le traumatisme arrive, ils vont souffrir, mais ils vont se sentir confiants, on va m'aider, et ils vont affronter le traumatisme. Et après le traumatisme, il y a 2 mots clés, soutien et sens. Si un enfant ou un adulte blessé est tout seul, il aura beaucoup de mal à déclencher un processus de résilience. Mais s'il est entouré par quelqu'un avec qui il peut faire l'effort, le plaisir de faire l'effort de travailler, il va entraîner ces zones de son cerveau. Et ensuite, une fois qu'il a appris à parler, qu'il a fait le travail, la musculation de la parole, à ce moment-là, il peut chercher à donner sens à ce qui lui est arrivé, il peut lire des livres de l'histoire, il peut comparer la culture, et il reprend une forme, un degré de liberté. Donc c'est un processus continu avant le traumatisme, acquisition des facteurs de protection grâce à l'attachement sécure, confiant, et après le traumatisme, le soutien affectif, verbal et sensé, qui permet de reprendre un autre développement, c'est la définition de la résilience. Vous avez évoqué aussi le mot plaisir, apprendre dans le plaisir en fait. C'est vrai qu'en Roumanie, je disais tout à l'heure que les parents sont très motivés, qu'ils veulent que les enfants réussissent, qu'ils les poussent vraiment à apprendre de langue étrangère au moins. Enfin. Mais il y a aussi des pièges parce que je constate aussi qu'on demande aux enfants des performances enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe, mais ce que je veux dire de ce que je vois, c'est que je vois beaucoup d'enfants qui apprennent des choses, mais pas dans le plaisir. Tout à fait. Alors, il y a des techniques d'apprentissage, par exemple, les Asiatiques obtiennent d'excellents résultats scolaires à un prix humain beaucoup trop cher payé. Suicide, angoisse, désespoir des enfants. Les pays d'Europe du Nord obtiennent les mêmes bons résultats à un prix humain dérisoire et au contraire avec un épanouissement humain extraordinaire parce qu'ils ne surstimulent pas leurs enfants. Ils les sécurisent et ils leur donnent le plaisir d'apprendre alors que les petits asiatiques marchent au fouet. Certains apprennent étonnamment bien et d'autres cassent, dépriment, décrochent, quittent la société tellement ils sont malheureux. Donc on a 2 stratégies de formation de nos enfants, ou bien leur apprendre à faire des performances intellectuelles, la langue, les mathématiques, la musique, dans le plaisir, ou bien faire des bonnes performances, mais la même performance intellectuelle, mais avec la cravache. On a 2 choix d'existence. Les Roumains donc peuvent choisir entre cravacher leurs enfants ou au contraire leur donner le plaisir d'apprendre. Ça renvoie indirectement à l'échelle PISA qui permet d'évaluer les compétences cognitives. PISA n'est pas l'échelle du bonheur. C'est pas parce que les enfants sont hyper performants qu'ils sont heureux. Et je pense que peut-être le message à passer auprès de vos éditeurs, c'est que c'est vrai que les compétences c'est important, mais le bonheur de leurs enfants est aussi plus important. Et c'est que dans le plaisir et dans le bonheur qu'ils vont pouvoir bien s'épanouir à long terme. Donc on est trop focalisé sur cette échelle PISA. Je pense qu'il faut... on est allé en Corée et ils étaient premier ou 2e échelle PISA. Mais ils envient le système français, qui est 28e à l'échelle PISA. Oui. Parce qu'on a des enfants qui sont beaucoup plus heureux, parce qu'ils sont moins stimulés que les enfants coréens, où il y a, comme dit Boris, une grande fragilité après coup de ces enfants. Et puis la réussite sociale n'est pas un critère de résilience. Très souvent, c'est l'épanouissement. Ce que vient de dire Philippe, le plaisir de parler, le plaisir de rencontrer, le plaisir de découvrir une autre culture, une autre religion. Ça, c'est le plaisir, c'est l'épanouissement, c'est pas la réussite. Et souvent même, la réussite est le bénéfice secondaire de la névrose. On voit beaucoup de gens qui arrivent à des réussites sociales extraordinaires parce qu'ils ont un désir de revanche, ils ont un désir de domination qui est névrotique. Donc ils triomphent, mais ils n'ont pas de plaisir à vivre heureux. Doamna Vețeleanu, domnule Sirulnic, domnule Duval, vă mulțumim că ați fost cu noi în studioul RFI România. Dragi ascultători, am avut astăzi o ediție specială a emisiunii Zbor deasupra unui cuib de căuci. I-ați ascultat pe doamna Camelia Vețeleanu, domnul Boris Sirulnic și domnul Filip Duval, care ne-au descoperit secretele educației copiilor noștri. Vă aștept vinerea viitoare la o nouă ediție a emisiunii noastre de la 5:30 la 6. Să auzim de bine și opriți-vă puțin ca să aflați unde mergeți.
Randevu despre învăț și dezvăț ale vieții. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Monica Grigoriu la RFI România, o emisiune oferită de BRD Grup Societe Generale.